Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 12. Résumé de la situation. Durant le pillage de la capitale Indus par le clan Goëth, Dalos, le roi Goëth, a tué Glorgeur, souverain des Indus, laissant le pouvoir vacant à Yurgad, le champion du clan, en attendant la désignation d'un nouveau roi. Au combat, Arella a tué Kjurgod, le père d'Argor avec qui elle vivait une idylle secrète. Mais malgré son serment de venger la mort de son père, le jeune Goëth a épargné la vie de la femme qu'il aimait après l'avoir vaincue. Kiliam, l'ancien guerrier Vidial rejeté par sa femme après la mort de leur fils dans un duel d'honneur, a été témoin des exactions commises par le clan Kriagos envers son peuple et décidé de fomenter une rébellion. Sous la décision d'Almus, le roi du clan Mineros, une attaque a été perpétrée contre leur vieux rival, le clan Kriagos. Mais l'assaut s'est mal passé et Adania, championne du clan, a chassé Almus du pouvoir après qu'il ait offert le casus belli rêvé à ses ennemis. Mais Adania peine à se faire obéir des vassaux de son clan qui ne l'estiment pas légitime et se retranche à Zigur, où elle attend l'avancée Kriagos, en espérant recevoir les renforts nécessaires à sa victoire. De l'autre côté de la frontière, la tension devient palpable entre Kolgar, le roi Kriagos, et son champion, Farkas, qui tente de s'approprier de plus en plus de pouvoir alors que le roi cherche un moyen de l'évincer. Perdu, Almus, le roi Mineros, est parti à la recherche d'un groupe de mercenaires mythiques appelés les Fianna, sans savoir que son fils, Vodiar, le prince déchu, venait de les rejoindre. Si les retrouvailles entre père et fils ne se sont pas passées sans faire remonter de vieilles rancœurs, un accord a été trouvé avec Assar, le chef des Fianna. 8e jour du mois du Sorbier, capitale Indus. Yurgad était chez lui, profitant simplement d'un des rares moments de quiétude qu'il pouvait parfois avoir le luxe de s'offrir. Chaque jour, le commandement du clan devenait de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. Il devenait à présent évident qu'il n'avait pas pu sauver assez de vivres pour que le clan tienne l'hiver. Heureusement, quelques vassaux toujours fidèles leur avaient envoyé de l'aide, mais plusieurs tardaient à répondre à la demande de leur suzerain. Bientôt, Yurgad serait forcé de prendre la décision de mettre l'armée en marche contre ceux qui refusaient de les aider, alors que tel était le devoir d'un vassal. Quelqu'un frappa à sa porte. Grognant qu'il ne pouvait jamais être tranquille, il se leva de sa couche et alla ouvrir. « Bonjour Yurgad, puis-je entrer ?» Fektar, le druide du clan. Évidemment, le champion céda le passage et le sage alla s'asseoir à la table, rejoint très vite par Yurgad. « C'est aujourd'hui » demanda ce dernier. « Oui, je partirai pour le clan d'Elians avant midi. »« Je n'aime pas ça, » râla le champion. « Ne t'inquiète pas, » rassura Fektar dans un sourire. « Tilga doit me rejoindre à la frontière. Nous sommes peut-être en guerre avec les Goëth, mais je traverserai leur territoire en sécurité, accompagné de leurs druides. »« Y a pas que ça, » insista encore Yurgad, songeur. Fektar vit que celui avec qui il dirigeait le clan depuis la mort de Glorgeur était inquiet. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il. « Alder, Yingas, Tugri, nos vassaux refusent de nous aider avec de la nourriture. Ils prétextent qu'ils n'ont pas à m'obéir alors que je ne suis pas roi. Vous êtes druide, en tant que tel, vous seul pouvez désigner le nouveau chef des Indus. Si vous partez sans le faire, ils vont continuer de refuser leur aide et je serai obligé de les attaquer pour leur rappeler leur devoir. » Le druide sourit, amusé. « Nous désignons des rois pour la simple et bonne raison que parfois les peuples ont besoin qu'on leur dise qui ils doivent suivre. Ici, ils n'en ont pas eu besoin. Ils te suivent toi, de leur plein gré. Ce n'est pas mieux ? Mais vous êtes arrêté par la loi. Je ne peux pas être roi car j'ai pas de lien de sang avec Glorgeur. Le seul prétendant légitime, c'est Tiner, son frère. Et un jour ou l'autre, il va revenir réclamer son trône. » Le druide soupira. « Les choses se passent mieux chez les Mineros. Là-bas, c'est le clan qui élit son roi. Là-bas, c'est toi qui serais légitime, et pas ce fou furieux de Tiner. »« Mais je ne le suis pas, » insista le champion. « Je peux m'occuper du clan en votre absence, mais je ne peux pas être un roi. Alder et les autres ont raison, rien ne les force à nous envoyer des vivres. Je verrai leurs druides à la réunion, je leur parlerai. Ils sauront pousser le roi à nous aider, le rassura Fektar. Yurgad sourit enfin. Merci, druide. Faites bon voyage. Bon voyage ? À mon âge, sous la neige et en plein territoire Goëth ? Bien sûr qu'il sera bon, plaisanta le sage en prenant congé. Yurgad ouvrit la porte à Fektar et le regarda s'éloigner. Il songea qu'il était à présent seul aux commandes, mais qu'il ne devait pas y prendre goût. Il aperçut Arella, un pain à la main, qui revenait chez elle. Il s'était inquiété pour elle après la bataille, mais dans le fond, elle n'était pas folle. Elle voulait juste protéger sa famille et voulait s'entraîner pour le faire le mieux possible. Le champion referma la porte tandis que la jeune fille continuait son chemin.
Elle arriva chez elle et posa le pain sur la table. Depuis la bataille, elle était perçue différemment par sa famille. Autrefois, elle était le mouton noir, la jeune fille spéciale qui rêvait de se battre au lieu de rêver à un mari aimant et à des enfants. Elle l'était toujours, mais ne ressentait plus vraiment la façon bizarre avec laquelle Olga et Fradia la regardaient. Elle ne savait pas pourquoi exactement, mais elles étaient plus sympathiques avec elle depuis. Probablement cherchaient-elles juste à se rapprocher de leur sœur. Elles partagèrent le repas. Ce n'était pas grand-chose, juste ce pain qu'elle avait rapporté, et pourtant, elle s'en contenterait. Mais Arella était ailleurs, comme à son habitude. Elle ne mangeait plus autant qu'avant, souriait moins, et même ne souriait plus du tout. Oya, leur mère, pensait que c'était dû au traumatisme de la guerre, mais Fradia, la plus âgée, avait une autre théorie qu'elle comptait bien soumettre à sa cadette. Le repas terminé, elle attira Arella à l'extérieur pour lui parler. Elle observa attentivement que personne ne pouvait les entendre avant de se lancer. « Dis-moi qui c'est » demanda-t-elle simplement. « Quoi ? De quoi tu parles » s'étonna la jeune sœur. « Il y a quelques mois, tu t'es mise à sourire tout le temps et bêtement. Tu t'éclipsais sans que personne ne sache où tu étais. Et d'un coup, tu manges plus rien, tu parles plus du tout. Je pense qu'il y a un homme derrière tout ça. »« T'es ridicule » répondit Arella, s'étonnant de la perspicacité de sa sœur, avec qui pourtant elle n'avait jamais rien partagé, mais estimant aussi qu'elle n'allait pas commencer aujourd'hui. « Allez, franchement, tu es peut-être une guerrière, mais tu es aussi une femme, c'est normal que tu aies des problèmes de femme, plaisanta l'aînée. Vexée, Arella fit volte-face, mais Fradia la retint par le poignet. Elle affichait à présent une mine désolée. « Tu te souviens, il y a 5 ans, quand nous sommes partis chez notre oncle Owen pour la fête de Lugnasad ?» Arella hocha la tête sans comprendre où sa sœur voulait en venir. « Tu te souviens de Lingri, jeune, brun, les yeux verts ?»« Oui, je me souviens, il avait failli mettre le feu à la maison de notre oncle en insistant pour te cuisiner quelque chose. » C'est à ce moment-là qu'Arella comprit. Lingri et sa sœur, ils avaient été amoureux. « Je le connaissais depuis toute petite, conta Fradia. On se voyait chaque fois que j'allais chez Owen. Personne ne savait qu'on était aussi proches. Il m'écrivait souvent. » Un sourire triste se dessina sur le visage de Fradia, alors que les yeux d'Arella se gorgeaient de larmes. L'histoire de sa sœur commençait à ressembler à la sienne. Il avait un don pour utiliser les bons mots, un véritable don pour un futur barde. Cette année-là, celle où il a failli mettre le feu, on est allé dans la grange de ses parents. Il m'a dépucelé avec une tendresse que je n'ai jamais plus connue. On s'était promis que si au Lugnasad suivant rien n'avait changé entre nous, nous annoncerions nos fiançailles. Il a cessé de m'écrire 2 mois avant ça. Sa dernière lettre me disait qu'il avait hâte de dire à sa famille que j'allais être sa femme. Arella déglutit. Et lorsque nous sommes arrivés chez oncle Owen, j'ai appris qu'il était mort, tombé sous les épées des Karsti. Fradia lâcha le poignet de sa sœur pour lui prendre la main. Je sais que toi et moi n'avons rien en commun. Je sais que je ne connais rien à ces histoires de guerre et que jamais je ne comprendrai pourquoi tu tiens à aller te battre. Mais s'il y a quelque chose que je comprends, c'est ce qu'on ressent quand on perd un homme qu'on aime, et à quel point ça peut faire du bien d'en parler. Alors le jour où tu devras le faire, sache que je serai là. Et elle laissa seule sa sœur, qui avait les yeux toujours gorgés de larmes. Argor, il n'était pas mort, il était bien vivant, mais elle avait tué son père. Après qu'il l'ait vaincu, elle avait vu toute sa haine dans son regard lorsqu'il avait posé le tranchant de son épée contre sa gorge. Elle était sûre qu'il allait la tuer, elle en était certaine. Pourtant, il ne l'avait pas fait, il l'avait épargné. Elle ne pouvait pas oublier ce garçon avec qui elle avait tant partagé, son premier amour, son premier homme. Dans un monde où les clans ne se font pas la guerre, sa sœur aurait épousé Lingri et elle aurait épousé Argor. Elle soupira, renifla et ravala ses larmes. Il était temps de retourner s'entraîner. 9e jour du mois du Sorbier, village de Zigur, territoire Mineros. 6 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Adania et des survivants de la bataille de Rorik dans ce petit village qui était à présent la frontière entre le territoire des Mineros et celui des Kriagos. Dès son arrivée, la championne avait pris les choses en main, utilisant sa réputation intimidante pour se faire obéir. Elkar, le chef de la ville, lui mangeait dans la main. Il avait immédiatement compris que cette jeune femme serait un jour reine, dès que la situation se serait calmée, et qu'alors elle n'hésiterait pas à planter la tête de tous ceux qui n'avaient pas coopéré avec elle sur des pics, comme exemple. Tout ce qu'il espérait, c'était qu'elle meure dans les combats qui s'annonçaient. Les troupes de leurs ennemis étaient en marche et seraient bientôt là. Adania avait ordonné que l'on envoie des demandes d'aide aux vassaux Mineros proches, mais contrairement aux méthodes d'Almus, elle avait joint de belles menaces à ces demandes.
Ainsi, elle reçut enfin les renforts qu'elle attendait. 3 chefs de village proches envoyèrent en tout près de 450 guerriers de profession. En plus des 900 dont disposait Elcar et des 150 qui étaient avec Adania lors de son arrivée, Sigurd serait défendu par 1500 guerriers. La championne de Mineros avait espéré plus que ça, mais en 6 jours, les villages éloignés n'avaient peut-être pas eu le temps d'envoyer des renforts. Au moins, cette fois, elle aurait de quoi opposer une résistance, pas comme à Rorik. Elle avait donné ses ordres, prévu une stratégie, un plan B et même un plan de repli vers la capitale pour la défendre en cas de défaite, avec envoi de messagers à la recherche d'éventuels renforts qui auraient été envoyés par d'autres villages et qui ne seraient pas encore arrivés, pour leur ordonner de partir pour la capitale et non pour Sigurd. Mais il y avait un point qu'elle n'avait pas pris en compte. Comme de nombreuses autres villes, Sigurd était arrivé au bout de ses ressources. 650 guerriers en plus dans la ville, c'était 650 bouches de plus à nourrir, et Elcar ne disposait pas d'assez de nourriture. Dans l'attente de leurs ennemis, les rations avaient été divisées, puis divisées encore. Les hommes et les femmes qui s'apprêtaient à se battre avaient faim. Adania avait ordonné à ses vassaux qu'on lui envoie des guerriers, mais n'avait rien dit au sujet de la nourriture. Elle ne commandait que depuis moins de 2 semaines, elle n'y avait simplement pas pensé. Mais en faisant cette erreur, elle avait affamé elle-même sa propre armée. Aussi, même si on lui obéissait par peur, on la critiquait aussi largement. Mais elle ne s'en inquiétait pas outre mesure. Bientôt Sigurd serait attaqué et sa victoire mettrait fin à cette guerre qu'Almus avait déclenchée. Et une fois l'été venu, elle reprendrait Rorik. Elle était seule dans la salle de guerre. Elle aimait s'isoler pour souffler. Être aux commandes de la ville, devoir se faire obéir sans cesse, cela la fatiguait et elle appréciait ces moments de calme que la solitude lui offrait. Quelqu'un frappa à la porte. « Entre !» C'était Durel, le champion de Sigurd, un grand rouquin de 28 ans au regard franc. « Nos sentinelles sont revenus, dit-il d'un ton grave. Adania soupira. Le moment était venu. Kolgar était là, et la bataille allait pouvoir commencer. Elle avait envoyé des demandes d'aide à tous les villages environnants, fortifier les murs, préparer la stratégie, réunir autant de guerriers que possible. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, et elle allait bientôt savoir si tout cela serait suffisant. Les dés étaient à présent jetés. « Combien sont-ils » demanda-t-elle, pragmatique. « Autant que nous, ce sera une bataille à armes égales. » Sauf que nous tenons la ville, nous avons cet avantage. La femme se leva. Dis à Elcar de rassembler tout le monde. Aujourd'hui, nous mettons fin à cette guerre. Kolgar avançait au-devant de tous ses hommes. Monté sur son cheval, l'épée à la main, il était à la tête de ses 1400 guerriers, tous prêts à tuer pour lui. Il n'avait pas souvent eu la chance de commander un si grand nombre, et cette fois, tout l'honneur de la victoire allait lui revenir. Il s'était débarrassé de Farkas, ce champion qui pensait être à l'origine de leur victoire à Deldur, puis à Rorik. Un jour, ce gamin allait prétendre une place de roi, et le soutien qu'il allait obtenir en tant que champion lui en donnerait peut-être la chance. Alors Kolgar l'avait nommé chef du village de Rorik. Un honneur, évidemment, mais surtout une façon de le tenir éloigné des guerres et de la gloire. En tant que roi, il lui suffirait de ne jamais demander aux troupes de Rorik de participer à la moindre bataille, et Farkas serait très vite oublié. Le nouveau chef de village avait accepté avec un goût amer. Il avait bien compris la manœuvre de Kolgar, mais comptait bien la saboter d'une façon ou d'une autre. Il n'allait pas en rester là. L'armée arriva finalement en vue de Sigurd, leur destination. Kolgar fit signe à ses troupes de s'arrêter. Il y avait un homme, seul, qui rôdait sur la plaine qui entourait Sigurd. Le roi l'avait remarqué, et c'est pour cela qu'il avait ordonné cet arrêt, alors que l'homme isolé venait à sa rencontre. Quelques guerriers voulurent l'arrêter, mais Kolgar le leur interdit. L'inconnu s'avança et posa un genou à terre. « Bonjour, Kolgar. »« Bonjour, Gunir. Relève-toi, » répondit le roi. Autour de lui, plusieurs de ses accompagnants le regardaient, perplexes, alors que Kolgar s'expliqua. « Je savais que Rorik serait mal défendu et que les Mineros devraient fuir se réfugier ici pour préparer une nouvelle bataille. Ils n'étaient pas assez nombreux là-bas et manquaient de temps pour rassembler des renforts. J'ai donc demandé à ce guerrier de suivre les réfugiés et d'entrer à Sigurd parmi eux. » Les hommes sourirent, se félicitant d'être sous les ordres de tels stratèges. Les espions étaient monnaie courante, mais en temps de guerre ouverte, tout le monde était sur ses gardes et il était rare qu'il ne soit pas démasqué. Celui-là avait eu beaucoup de chance. « Alors Gunir, qu'as-tu à me dire ?»« Almus est toujours porté disparu, expliqua-t-il. C'est Adania qui a pris le contrôle des opérations. Elle tient tout le monde d'une main de fer, mais elle est stupide. Elle a envoyé des demandes de renfort et a reçu plusieurs réponses, mais n'a demandé aucune aide en nourriture alors que Sigurd était déjà en pleine famine. » Kolgar sourit alors que son espion surenchérit. « Elle était tellement pressée de lever une grande armée pour nous affronter qu'elle a réuni plus de bouches qu'elle ne pouvait en nourrir. »«
Bien, très bien, félicita le roi, satisfait. Quand tomberont-ils à court de nourriture? Je n'ai personnellement pas mangé depuis 2 jours, mais d'autres guerriers n'ont rien avalé depuis 3. Khölgar hurla de rire. Sa nouvelle ennemie était plus bête encore que l'était Almus. Elle avait mené son peuple à sa perte. Très bien, nous n'attaquerons pas. Nous allons attendre patiemment qu'ils crèvent de faim. Khölgar, intervint un autre homme. Et s'ils reçoivent du renfort? Ça ne posera pas de problème. Un autre village peut faire venir 100, 200 guerriers. Nous sommes largement assez pour les combattre. Nous attendrons qu'Adania soit assez désespéré pour attaquer. Et pendant ce temps, nous réduirons à néant tous ceux qui viendront. Envoyez des chasseurs trouver de quoi nous nourrir en attendant, et que des petits groupes de guerriers soient formés pour piller les fermes environnantes. Nous aurons à manger, et eux, non. Alors ils sortiront de la ville et perdront leur unique avantage. Commencez tout de suite, encerclez-les et élevez des camps fortifiés. Je ne doute pas qu'ils se jetteront sur nous dans moins de 2 jours. Depuis le haut des murs de la ville, Adania observait les mouvements de l'armée ennemie. Elle s'attendait à ce qu'ils avancent droit sur eux, béliers en avant, prêts à défoncer leurs portes et à se battre au corps à corps. Au lieu de cela, les Kriagos se divisèrent en petits groupes qui contournaient Zigur. Elle n'entendait ni les cris de guerre des hommes, ni celui des Carnix. Leurs ennemis n'avaient rien d'agressif. Sa respiration cessa, alors que les battements de son cœur accélérèrent. Elle venait de comprendre ce qui était en train de se passer. Les Kriagos savaient qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour prendre la ville et ensuite pouvoir continuer la guerre. Leur seule chance de victoire était une lutte en terrain dégagé. Alors ils comptaient simplement attendre que les Mineros sortent d'eux-mêmes. Khölgar leur avait coupé tout moyen d'obtenir du renfort, mais lui en attendait encore probablement. « Peut-être devrions-nous tenter de parlementer ?» proposa Elkar. « C'est hors de question !» rétorqua Adania. « Ils veulent la ville, quoi que nous leur proposions, ça ne les intéressera pas. »« Peut-être devrions-nous au moins essayer ?» insista le chef du village. 1500 Kriagos n'ont pas fait tout ce chemin pour discuter, intervint Nundi, le druide. Mais si nous envoyons quelqu'un... Si nous envoyons quelqu'un, interrompit la future reine, Khölgar le tuera pour montrer qu'il ne plaisante pas. Je refuse de désigner quelqu'un pour l'envoyer à la mort. Mais si tu te portes volontaire... Elkar baissa les yeux sans répondre. Autour de la ville, les troupes aux saillons rouges et noirs contournaient toujours les murs dans le son rythmique des centaines de pas de cette marche militaire. « Quels sont les renforts que nous attendons ?» demanda Adania. « Impossible à dire, avoua Durel. Nous avons déjà reçu beaucoup d'hommes des villages proches, mais nous attendons toujours réponse des plus éloignés. Nous pouvons recevoir des renforts ce soir comme nous pouvons en recevoir dans 3 jours, comme nous pourrions ne jamais en recevoir. Mais eux aussi attendent probablement du renfort. Demain, nous pourrions être plus nombreux comme eux pourraient l'être. Et demain, nos guerriers seront encore un peu plus affamés, soupira Elkar qui commençait à comprendre qu'il n'éviterait pas l'inévitable. Nous pouvons attaquer maintenant, tant que les forces sont équilibrées, intervint le champion Durel. Demain, il pourrait être le double. Ou nous pourrions l'être, répondit Adania. Tous nos choix sont risqués. Tous les choix sont toujours risqués à la guerre, reprit le druide d'un ton moralisateur. Mais la décision l'est plus encore. Tu veux être reine, alors décide d'attaquer, ou décide d'attendre, mais décide quelque chose. Adania posa un regard vexé sur Nundi, mais elle ne pouvait pas nier qu'il avait raison. C'était à elle de prendre cette décision. Les Kriagos attendent une bataille. Les Mineros attendent une bataille. Ne faisons pas attendre les guerriers plus longtemps. Durel sourit à la future reine et hurla des ordres. Archers en bas du mur, infanterie et cavalerie devant la porte, tenez fermement vos fers car bientôt il va plonger dans leurs entrailles et rougir cette putain de neige. 1500 hurlements d'approbation se firent entendre. La bataille allait bien avoir lieu. Il fallut plusieurs minutes à l'armée pour se préparer à l'attaque. Les guerriers de tous les postes se rassemblèrent et la lourde porte s'ouvrit. Les Carnix Kriagos hurlèrent et les groupes qui encerclaient la ville se mirent en marche pour rejoindre le gros de l'armée alors que les Mineros se mettaient en formation au fur et à mesure que leurs guerriers sortaient de la ville. Finalement, ce furent les attaquants qui furent les premiers prêts, cavalerie sur les flancs et archers positionnés. Mais au lieu de charger et d'attaquer l'ennemi encore désorganisé, ils attendirent, laissant patiemment le temps à leurs adversaires de se préparer. À présent, les deux armées étaient l'une face à l'autre. Un corps à corps allait s'engager, en plaine, sans fortification, sans point stratégique, sans plan de bataille. Près de 3000 guerriers qui s'apprêtaient à charger pour se battre et que le plus fort l'emporte. Soit les Mineros rejetaient leurs ennemis hors de leur terre aujourd'hui, soit ils leur permettaient d'avancer jusqu'à la capitale.
tous ces regards durs, d'un côté comme de l'autre de la plaine. Les regards d'hommes et de femmes déterminés qui allaient bientôt tuer et mourir pour la gloire et l'honneur. Aucune pitié, aucune peur ne se ressentait dans les rangs d'une armée comme de l'autre. Ce qui devait arriver allait arriver. À présent, c'était aux dieux de choisir qui allait vivre et qui allait mourir. Le choix n'appartenait plus aux hommes. « En avant !» ordonna Adania du haut de son cheval. Les Carnyx des Mineros entonnèrent ce chant métallique et lancinant, auquel répondirent ceux des Kriagos, alors que les deux armées avançaient l'une vers l'autre. Le pas de 3000 guerriers était rythmique et puissant, et la plaine tremblait sous la marche de tous ceux qui partaient se battre. Lorsque la première salve de flèches Kriagos fut décochée, Adania hurla à ses hommes de former les carapaces. Boucliers levés vers le ciel et serrés les uns contre les autres, ils furent pour la plupart protégés des tirs ennemis, mais plusieurs braves furent blessés et mis hors de combat. Les archers Mineros répliquèrent, commettant autant de victimes dans les rangs adverses. Les deux armées continuaient d'avancer calmement sous les pluies de flèches, tentant de se protéger sous leurs boucliers, mais déjà leurs rangs s'amenuisaient. Sous cette défense, les guerriers hurlaient déjà, invectivant leurs adversaires, s'encourageant les uns les autres. Lorsque finalement ils furent à bonne distance, la charge fut ordonnée. Ce fut à nouveau Kolgar qui prit l'initiative. Une fois de plus, les Carnyx hurlèrent, cette fois imités par les guerriers qui s'élancèrent, gorge déployée. Une fois de plus, les Carnyx hurlèrent, cette fois imités par les guerriers qui s'élancèrent, gorge déployée à l'assaut de leurs ennemis. Charger est une chose impressionnante. L'adrénaline vous fait oublier la peur. Vous devenez fou avant même d'avoir atteint l'ennemi. Vous ne ressentez rien d'autre que la haine et la rage. Vous n'entendez plus rien que ces hurlements dont vous ne distinguez pas s'il s'agit des vôtres ou de ceux de vos compagnons. Vos oreilles bourdonnent et vous perdez conscience. Vous devenez autre chose, un animal, une bête sauvage avide de sang capable d'une brutalité que jusque-là vous n'auriez pas pu soupçonner. Vous oubliez avoir un jour eu peur ou mal. Vous ne ressentez plus ni crainte ni douleur. Vous devenez un guerrier, même si jamais auparavant vous n'en aviez été un. Au dernier moment, la cavalerie Kriagos s'accéléra et se resserra, passant devant l'infanterie. Les lourds chevaux de guerre se retrouvèrent alors face aux hommes à pied Mineros, trop tard pour qu'Adania puisse réagir et donner un ordre. La charge de cavalerie écrasa bon nombre de braves qui tombèrent, tranchés par les épées ou renversés par les destriers et piétinés par leurs sabots. D'instinct, la cavalerie Mineros se rabattit sur leurs équivalents Kriagos qui avaient déjà fait subir de lourds dégâts à l'infanterie et arrêtèrent la gangrène. Un combat entre cavaliers éclata sur les flancs, alors qu'au centre les guerriers se livraient à une bataille bouclier contre bouclier. Hurlements, coups, sang, haine et douleur, il n'y avait que cela à perte de vue. Des braves tombaient au sol en hurlant, le front déchiré par un coup d'épée, le visage en sang, alors que leur adversaire leur portait le coup de grâce, tandis que d'autres étaient éventrés et mouraient lentement, agonisant au milieu des combats. La bataille dura ainsi de nombreuses minutes. Les hommes et les femmes montraient au monde leur férocité et leur cruauté, prenant plaisir à voir la vie s'éteindre dans les yeux de leurs ennemis. La ligne de boucliers qui séparait les deux armées était à présent une ligne de cadavres où les guerriers combattaient, piétinant les corps des braves morts au combat et trébuchant dessus. Quelques cavaliers Kriagos remontèrent vers cette ligne, tranchant la piétaille qui dut reculer. Les chevaux Mineros leur coupèrent la route, mais la cavalerie adverse s'était montrée plus forte et ceux qui défendaient Zigur ne pouvaient plus les empêcher de rentrer dans l'infanterie. Adania renversa un Kriagos et l'un des guerriers vint l'achever au sol. Ses cheveux et ses vêtements collaient à sa peau, couverts de sang et de transpiration. Elle voyait les forces de son armée les quitter petit à petit, mais n'était pas prête à abandonner. Elle ne voulait pas avoir à supporter la honte d'une nouvelle défaite. Elle mourrait, les siens mourraient tous, mais elle ne fuirait pas. Elle serra les dents et chargea un nouvel adversaire monté en hurlant, l'épée dressée devant elle. L'homme lui asséna un coup de lance, mais elle leva son bouclier et part à l'attaque, et d'un coup de taille, elle enfonça son fer dans la chair du guerrier, qui porta sa main à sa blessure en gémissant de douleur. Alors, un combattant à pied lui porta un coup de lance et le Kriagos tomba à la renverse. « La bataille n'est pas perdue !» hurla-t-elle pour encourager ses troupes. « Émasculez-moi ces foutus cavaliers !» Elle avait raison, son peuple avait subi de lourdes pertes à cause des cavaliers Kriagos, mais son infanterie semblait plus efficace et avait déjà fortement diminué les troupes adverses. Sans la cavalerie de Kolgar, sa phalange serait vite écrasée par celle des Mineros. Elle savait que la chance de vaincre la cavalerie était quasi nulle, mais elle comptait bien la tenter. « Allez-y !» hurla-t-elle encore. Mais alors elle reçut un coup à la tête. Sous la violence du choc, elle tomba à la renverse, heurtant le sol avec fracas, sonné. Une femme accourut pour la relever, mais à peine fut-elle debout que celle qui l'avait aidée reçut un coup d'épée en pleine tête, venu du cavalier qui venait de désarçonner Adania. Elle tomba morte. La jeune championne Mineros leva les yeux sur son nouvel adversaire en récupérant son arme. Il s'agissait de Kolgar lui-même. Ce dernier tira sur ses rênes et sa monture s'éleva sur ses deux pattes arrière pour impressionner la femme.
Mais Adania était fille de guerrier fanatique. Rien ne l'impressionnait. Avant que les pattes avant du cheval ne reviennent au sol, elle avança et enfonça son épée dans le thorax de la bête qui tomba sur le flanc en hennissante douleur. Colgar heurta violemment la terre mais se releva et fit face à la jeune femme. Le duel allait commencer lorsqu'une fois encore le son de Carnyx se fit entendre. Le bruit interpella les deux chefs qui se faisaient face. Aucun des deux n'avait ordonné une retraite ou n'importe quel ordre demandant le son de Carnyx. De nouveaux hurlements s'élevèrent, des cris de guerre plus puissants, de nouveaux coups de bouclier. À nouveau le fer chantait comme si la bataille démarrait à peine, car 250 cavaliers venaient d'enfoncer la ligne arrière de l'infanterie Kriagos. « Voyez le titan faire pleuvoir la mort sur vous !» hurla Vodiar pour impressionner ses adversaires, suivi par Drake. « Oui, le titan qui se trouve juste derrière la mignonne donzelle qui vient de parler !» Drake passa devant Vodiar et s'enfonça dans la mêlée avec Almus et les renforts qu'il avait engagés. La bataille prit une autre tournure. Les forces en présence venaient d'être totalement déséquilibrées. Vodiar trancha l'épaule d'un homme à pied avant de rencontrer un cavalier avec qui il engagea la lutte. Le Mineros était un excellent guerrier, mais n'était pas à l'aise sur un cheval. Aussi fut-il mis au sol après une épreuve de force. Il se releva, désarmé et désorienté par sa chute, et son adversaire fondit sur lui. Il allait encaisser un coup d'épée qui lui serait fatal, lorsqu'un homme sauta de son propre cheval pour tomber sur le Kriagos et l'entraîna dans sa chute. Au sol, l'homme dégaina une dague et l'enfonça dans la gorge de l'adversaire de Vodiar. Cet homme, c'était Drake. Il se releva et lança sa dague qui plongea dans le thorax d'un homme qui allait attaquer le prince par derrière. Le fian ramassa l'arme que Vodiar avait perdue et la lui tendit. « Putain, réveille-toi, tu vas te faire tuer !» À ces mots, Vodiar sortit de sa torpeur et reprit son arme. Un dernier cri de Carnyx, cette fois, les Kriagos fuyaient. Les Mineros les poursuivirent, achevant ceux qui traînaient, puis finalement laissèrent les derniers partir sous les hurlements des victorieux. Ils avaient gagné. Ils étaient moins forts, avaient été sur le point de perdre la bataille, mais ils s'étaient montrés tenaces et endurants, et les dieux les avaient récompensés par la victoire. Zigur porterait les couleurs noires et jaunes encore longtemps. Elkar et Adania se tenaient au milieu du reste de l'armée, essoufflés mais satisfaits. Almus arriva face à eux, surélevé sur son cheval, tel un héros victorieux, Assar à ses côtés. Adania baissa les yeux devant son roi et posa un genou à terre. « Je suis pas faite pour commander, avoua-t-elle humblement. Toi, tu l'es. Notre victoire d'aujourd'hui est la tienne, à toi et au Fianna que tu as mené jusqu'ici. » Almus mit pied à terre et avança vers elle. « Cette victoire est aussi la tienne, Adania, relève-toi. » La femme obéit et le roi reprit la parole devant tous. « Et cette victoire est celle de chaque homme et de chaque femme qui se sont battus ici pour protéger Zigur. Cette victoire est celle des héros morts et des héros vivants. Cette victoire, mes amis, c'est celle des Mineros !» Et l'acclamation fut aussi soudaine que puissante. Un long et rauque hurlement de guerriers. Au milieu de tous, on entendit quelqu'un crier « Vive Almus, notre roi !» imité par un autre et un troisième, jusqu'à ce que toute l'armée scande en rythme le nom de celui qui les avait sauvés aujourd'hui. « Almus, Almus, Almus !» 11e jour du mois du Sorbier. Forêt de Grendil, territoire Kriagos. Kiliam et les siens attendaient depuis presque 4 heures sous la neige. Le froid perçait leurs vêtements humides et petit à petit la patience les gagnait. La caravane était passée récolter l'impôt à Vidial, comme ils l'avaient prévu. Mais ils avaient pu voir combien de guerriers la protégeaient et ainsi décider du nombre des leurs qui participeraient à l'attaque. Comme le voulait le plan, les volontaires se retrouvèrent à la bonne bedaine. Il ne fallait pas qu'un trop grand nombre quitte la ville, sans quoi les gardes les auraient suspectés dès l'arrivée de la nouvelle de l'attaque. Aussi ne partiraient-ils qu'avec le plus petit nombre possible. Mais là, c'était risqué. Quoique la caravane transporte, le roi Kriagos tenait à le recevoir. Ce devait être une belle somme qui leur permettrait de s'armer pour la révolte qu'ils préparaient. Mais cela voulait aussi dire bien défendu. Pas moins de 50 cavaliers, tous portant casque et cotte de maille, bouclier et lance, et une épée à la ceinture. L'attaque avait, en réalité, peu de chances de succès. Ils ne pouvaient pas quitter la ville en un assez grand nombre pour faire face à la force dont disposait l'ennemi. Elkar, le patron de l'auberge, proposa que les volontaires partent par des portes différentes, en petits groupes, avec un long moment d'écart entre tous les groupes, et de déplacer le lieu de l'embuscade pour qu'il ait lieu plus tard. En coupant à travers champs, les premiers à partir pouvaient atteindre Grendil largement avant la caravane. Ils seraient rejoints par de petits renforts plus tard, et au pire, les derniers arriveraient en pleine bataille, surprenant l'ennemi. Tous ne s'accordaient pas sur le plan, mais Elkar avait insisté. Il y a peu, vous disiez tous être prêts à mourir pour retrouver la liberté, et aujourd'hui, vous refusez ce sacrifice ? Sans cet or, nous ne pourrons pas acheter d'épée et de bouclier au Goethe.
Et sans armes dignes de ce nom, il n'y aura même pas de révolte. Alors oui, c'est un plan risqué, mais c'est le seul que nous ayons. C'est ça ou continuer de vivre dans la crasse. Killiam avait même été impressionné par l'aubergiste. Lui qui, au départ, refusait catégoriquement d'offrir son aide. Encore fallait-il que la caravane passe. Ils étaient là depuis 4 heures et n'avaient pas vu le moindre signe des collecteurs d'impôts. Les hommes relâchaient lentement la pression, se demandant si vraiment la caravane allait passer. Et s'ils n'étaient pas sur la bonne route? Et si les Kriagos avaient changé d'itinéraire? Et s'ils étaient déjà passés? Killiam tentait tant bien que mal de les rassurer, mais peu à peu l'espoir les quittait. L'attente était longue, et le froid était acéré sous cette neige qui les trempait. Un hennissement finit par se faire entendre, lointain, accompagné du son des nombreux chevaux qui portaient les ennemis de Vidial. Immédiatement, tous se mirent en position, cachés par la forêt, attendant le meilleur moment pour attaquer. Ils étaient moins de 40, armés de briques et de brocs, de couteaux de cuisine, de haches de bûcheron, de branches solides et taillées en pointe, de masses de forgerons. Ils avaient tous pris ce qu'ils avaient pu trouver, mais aucun n'avait pris d'armes, à part les arcs des nombreux chasseurs qui avaient autrefois fait la fierté du clan. Seul Killiam portait toujours l'épée avec laquelle il avait tué Rergaren. Il savait que dans un combat au corps à corps, ces hommes n'avaient pas la moindre chance. Il avait donc choisi une position surélevée et difficile d'accès, afin de ralentir une éventuelle charge de l'ennemi. La caravane avançait lentement, les chevaux évoluant difficilement dans la neige. Une longue colonne au centre de laquelle on apercevait le chariot sur lequel se trouvait le trésor tant convoité. À droite et à gauche du chemin, les Vidial attendaient le signal de leur chef. La patience manquait, le calme était difficile à trouver, alors que l'on savait qu'on pouvait mourir dans les prochaines minutes. Les mains qui tenaient les arcs tremblaient sous la peur et le froid, mais ils devaient se dominer, faire abstraction de cette angoisse, l'oublier et se tenir prêt jusqu'au moment où le combat serait engagé. Un sifflement, c'était Killiam, le signal que tous attendaient. Une première salve fut décochée des deux côtés en même temps. Les flèches plurent sur les Kriagos. La plupart des projectiles furent arrêtés par des pièces d'armure, mais plusieurs cavaliers tombèrent au sol, une pointe enfoncée dans le cou ou dans la jambe. Alors des Vidial de chaque côté de la route se saisirent d'une corde camouflée par la neige et traversant le chemin, et tirèrent dessus pour qu'elle se lève. Son centre, armé de boulets décorés de pointes acérées, atteignit les chevaux qui tiraient le chariot, perçant, déchirant leur ventre. Les bêtes éventrées tombèrent à la renverse, immobilisant la petite armée qui devait défendre un trésor qui ne pouvait plus avancer. Un gradé hurla des ordres et les Kriagos se resserrèrent autour du coffre, bouclier levé, se protégeant de la seconde salve qui était déjà tirée. « Souvenez-vous du plan !» hurla Killiam. Seule la moitié des archers tira cette fois, prenant les montures de leurs ennemis pour cible. Blessés et enragés, les chevaux se cabrèrent, surprenant et déséquilibrant les cavaliers qui baissèrent leur garde, et ceux qui n'avaient pas tiré en profitèrent pour décocher et blesser encore de nombreux guerriers. Cette manœuvre fut répétée et eut encore autant de succès alors que le gradé Kriagos ordonna de mettre pied à terre. Cachés derrière leurs boucliers et sans monture, ils étaient à présent totalement protégés des archers. Jusque-là, le plan de Killiam fonctionnait parfaitement. Il était important que personne ne sache qu'il avait perpétré l'attaque. Aussi ne devait-il pas y avoir le moindre survivant. Il fallait donc les faire descendre de cheval pour éviter les fouillards. Restait la dernière partie du plan, et la plus risquée, le corps à corps. Les Kriagos étaient à présent moins nombreux, peut-être 35 contre 40, mais toujours mieux armés, mieux entraînés. Killiam s'aperçut de l'hésitation de certains guerriers. Alors il fit un exemple pour rappeler à tous la bravoure que leur peuple avait autrefois. Il quitta sa cachette et fit face, l'épée à la main, au petit groupe de ses ennemis. Seul, debout sur un roc, il occupait une position surélevée sur ses ennemis et les défiait du regard. Eux qui, cachés dans leur carapace de bouclier, attendaient que leurs adversaires se montrent. Le gradé s'adressa à lui. « Votre effet de surprise est terminé, nous sommes en position, prêts à vous recevoir. Et l'arme au poing, nous sommes toujours plus forts. Prouvez que vous n'êtes pas stupides et fouillés !» Killiam répondit, agressif. Toute sa haine et sa détermination étaient perceptibles dans sa voix. Fuir face à un adversaire plus puissant, c'est prouver qu'on est intelligent. Mais charger, c'est prouver qu'on a des couilles. Il hurla, imité par ses 40 compagnons. Sautant du haut de son roc, il atterrit lourdement sur le sol et fut le premier à charger le mur de boucliers, suivi par ceux qu'il commandait et qui étaient prêts à mourir pour lui et la liberté qu'il leur promettait. Les lances Kriagos s'enfoncèrent dans la première ligne des attaquants, bloqués par les boucliers. Les os furent brisés, la peau percée et déchirée. Immédiatement, les Vidial reculèrent face à la force de leurs ennemis, qui rompirent leur formation en cercle pour se placer face à ceux qui les attaquaient, et avancer en frappant toujours, dévoilant leur dos aux archers qui s'étaient déplacés et avaient à présent un bel angle de tir.
La nouvelle salve surprit les collecteurs d'impôts, qui par réflexe détournèrent le regard vers l'arrière, et la petite infanterie qu'ils affrontaient en profita pour frapper. La mêlée qui en résulta se conclut en moins de 3 minutes, laissant les Vidial hurler la fierté de cette première victoire depuis 15 ans. Immédiatement, on acheva les ennemis au sol, et on s'occupa des blessés, tandis que certains félicitaient Killiam pour son plan parfait. Au final, on ne dénombrait qu'une dizaine de blessés dans leur camp, un résultat encourageant pour la suite. Il fut laissé à leur meneur l'honneur d'ouvrir le coffre. Il y avait là des centaines de pièces de cuivre, d'argent et d'or, largement assez pour armer une milice qui pourrait prétendre à récupérer la ville de Vidial, et qu'elle redevienne ce qu'elle avait été autrefois, la capitale du clan Vidial. Depuis 650 ans que les hommes peuplaient les terres de l'Arc, ce serait la première fois qu'un clan vassal récupérerait son indépendance. Du haut du chariot, Killiam se tourna vers ses hommes, un large sourire aux lèvres. « Je ne sais pas combien de pièces il y a dans ce coffre, mais je peux vous dire que ça prendrait des jours entiers de tout compter tant il y en a. » Les Vidial l'applaudirent. Aujourd'hui aurait été une petite mission, une bataille minuscule, mais qui aura une importance capitale dans la guerre qui se prépare. Car grâce à cet or, bientôt le clan Vidial aura une armée, et nous pourrons nous battre. Cette fois, les hommes crièrent leur joie d'entendre ces paroles. Bientôt, vous ne serez plus des esclaves à la botte des Kriagos, vous serez des guerriers à nouveau. Le droit que les dieux ont offert à chaque être humain d'être fort et de se battre, ce droit que nos oppresseurs nous ont retiré. Bientôt, nous le revendiquerons à nouveau, nous ferons la guerre et nous mourrons avec honneur. Mais avant de mourir, nous massacrerons ces bouffeurs de merde de porc que sont ces enculés de Kriagos. Une véritable clameur s'éleva. Ils n'étaient pas nombreux dans cette forêt à entendre le discours de Killiam. Pourtant, leur réponse était celle de toute une armée. Le meneur leva sa lame au ciel, la montrant à tous. L'épée, ce symbole de leur révolte, ce droit d'être des guerriers qu'on leur avait retiré, cette fierté et cette combativité que leur peuple avait en lui et qui leur avait été interdite. Toutes ces choses qu'ils récupéreraient sans en demander l'autorisation. « Vidial, l'épée à la main !» Et tous répétèrent « L'épée à la main !» avant d'en chœur scander le nom de celui qui les avait menés à la victoire. Killiam, Killiam. Leur chef sentit des larmes monter à ses yeux. Ces hommes l'aimaient. Pour la première fois depuis la mort de Hagen, il faisait quelque chose dont il était fier. Il avait trop longtemps cessé de se battre pour se saouler et agir en lâche, fuyant la réalité. Aujourd'hui, il faisait face, et des hommes le suivaient parce qu'ils avaient confiance en lui et qu'il allait les mener vers leur liberté. Il sélectionna comme prévu 3 braves en qui il avait confiance pour prendre l'argent et partir vers le sud. Ils attelèrent les chevaux qui avaient survécu à la bataille et le chariot était prêt à partir. Ils aidèrent les blessés à dissimuler leurs plaies. Après tout, ils devaient encore rentrer à Vidial sans signe de combat apparent. Tous avaient le cœur léger. Cette première victoire allait être décisive. Bientôt, ils auraient des épées, des casques, des boucliers. Bientôt, ils seraient prêts pour la bataille qui allait leur rendre justice. Bientôt, ils feraient couler le sang de ceux qui les avaient oppressés trop longtemps. Bientôt, oui, bientôt, ils seraient libres. C'était une petite bataille, une petite victoire, mais lourde de promesses de jours meilleurs pour leur clan. La promesse d'un honneur perdu et retrouvé. Killiam observa la caravane qui partait vers le sud. Il aurait voulu qu'Hagen prenne part avec lui à ce combat qui se préparait. Il aurait voulu que Kolda le voie tel qu'il était aujourd'hui. Pour lui aussi, cette bataille, c'était retrouver son honneur perdu. Fin de la partie 12.